Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct sur Al24 News. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Ces derniers mois ont été particulièrement mouvementés au Sahel. Nous avons assisté à une accélération des tensions diplomatiques et politiques entre le Sahel et les puissances occidentales. Le tout sous fond de crise militaire. Des années durant, cette région d'Afrique, aux côtés de beaucoup d'autres, se rend sur une trajectoire de collision avec des plans économiques structurels décidés pour eux à Bruxelles, Francfort, Paris ou encore Washington. Mais il semble que ce statu quo néocolonial craque en raison des décombres produits par ce modèle de développement qui a dévasté les pays du Sahel et leurs économies. Ces stratégies, qualifiées par bon nombre d'observateurs de stratégies du chaos, sont de plus en plus déplorées par les populations. De l'autre côté, l'Occident et ses régimes, ses institutions semblent vouloir maintenir ce statu quo à tout prix, puisque l'Afrique a été intégrée dans les chaînes de valeurs occidentales comme un maillon majeur de la victoire du mondialisme. La menace d'une intervention militaire menée par la coalition de la CEDEAO au Niger est venue à son tour jeter un pavé dans cette mare déjà trouble, avec des menaces sérieuses de voir les tensions s'exacerber au Sahel. Les tensions en Afrique, comme les conflits partout dans le monde, sont nourries par le climat de guerre générale que développent les dirigeants occidentaux afin de maintenir leur hégémonie sur le monde, mais surtout de contenir l'influence de leurs rivaux, à savoir la Chine et la Russie. De fait, l'Afrique et le Sahel deviennent le théâtre important dans la compétition internationale. D'ailleurs, pour bien nombre d'analyses, le Sahel est au cœur des enjeux du renouveau mondial. Et pour décrypter cette situation, j'aurai le plaisir d'être accompagnée ce soir de Danielle Bombin, avocate et présidente de Winning Africa pour l'émergence d'une nouvelle Afrique, qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir Danielle. Merci beaucoup, bonsoir. Merci de m'avoir invité à votre émission ce soir. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je serai également accompagnée de Jonathan Batangen, expert en géopolitique et géostratégie de l'Afrique qui nous rejoint depuis Douala. Bonsoir Jonathan. Bonsoir ma sœur Timane, bonsoir à la grande sœur Bomba qui est de l'autre côté à Paris. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Al24. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, monsieur, sans plus attendre, on entame notre émission et Jonathan va m'accorder cette note de galanterie. Et je commence avec vous, Madame Danielle, dans une lettre ouverte dont vous êtes une des signatures, qui se nomme « Appel pour la paix ». Vous revenez sur le bras de fer qui a opposé la France et le Niger, ou les autorités de la transition de Niger, suite au coup d'État contre Mohamed Bazoum en juillet dernier. Pour vous, l'Hexagone est clairement et nettement en contradiction avec le droit international, et notamment avec la Convention de Vienne de 18 avril 1961, sans oublier les ingérences en refusant de rappeler son ambassadeur. Pouvez-vous nous expliquer ce point, s'il vous plaît, l'ingérence et la Convention de Vienne? Oui, merci beaucoup de l'opportunité que vous m'offrez de partager ce plateau avec vous ce soir. Mais écoutez, l'indignation est totale. L'indignation est totale face à la position affichée par la France dans le cadre de la crise survenue après le coup d'État du 26 juillet dernier au Niger. Alors, la tradition des coups d'État en Afrique, elle est ancienne. Hein. Vous savez, le premier coup d'État survenu sur le sol nigérien, c'est un coup d'État qui date quand même de 1974. À l'époque, en 1974, qu'est-ce qui se passe? C'est le président Hamani Diori qui est renversé par un coup d'État par un militaire, Séni Kountché, qui lui est préféré. Pourquoi ce coup d'État? Eh bien parce que à l'époque, Séni Kountché, plutôt Hamani Diori jusque-là, s'est montré, je dirais, très docile à l'égard de la France. À partir du moment où il remet sur la table la question de la redéfinition ou de la renégociation des prix de l'uranium, qui était leur principale richesse à l'époque, eh ben, à partir du moment où il soumet cette question à la table, il est renversé par un coup d'État par Séni Kountché, qui est un militaire qui lui est préféré. Et lors de ce coup d'État, figurez-vous bien, son épouse avait été assassinée.
Lui-même, il est resté en vie, mais c'est son épouse qui est assassinée de manière sauvage, n'est-ce pas? Les Nigériens le savent et l'histoire le sait aussi. Et donc, après, c'est cette instabilité installée en Afrique. Chaque fois que des gouvernants veulent s'affranchir de la domination de l'Occident, chaque fois que la question de la discussion des prix des matières premières est posée sur la table, eh ben, l'Occident ne l'approuve presque jamais. Et donc, le coup d'État qui se passe au Niger le 26 juillet 2023 s'inscrit dans un contexte où les peuples veulent s'affranchir de cette domination qui dure quand même depuis plus de 60 ans. Nous sommes 63 ans après les indépendances d'Afrique. Et vous vous imaginez bien qu'aujourd'hui, les peuples d'Afrique ne peuvent plus le supporter. Et ce qui est intolérable dans cette affaire, c'est de voir que le Niger n'a pas été le pays précurseur des coups d'État, en tout cas en cette année 2023, ou même depuis le coup d'État survenu au Tchad en 2021, en Guinée, Conakry en septembre 2021, et ensuite au Burkina Faso en 2022. Nous avons vu une série de coups d'État, mais que la France n'a pas affiché la même, je dirais, la même vigueur, la même violence dans la position qui était celle qu'il a prise lors du coup d'État donc du Niger. Et nous disons que l'ingérence de la France dans le cas du Niger était contraire à sa doctrine habituelle. Habituellement, la France condamne les coups d'État et appelle au rétablissement de l'ordre constitutionnel, ce qui peut apparaître quelque chose de tout à fait normal. Or, nous avons vu qu'il y avait derrière cette position une incitation manifeste à la guerre contre le Niger, en se plaçant en appui à la CEDEAO, et la France a pris des positions qui étaient contraires à la Convention de Vienne, contraires à la Charte même des Nations Unies. Voilà. Pour parler que de la Convention de Vienne, nous avons vu que dès que le coup d'État a été perpétré, les nouvelles autorités nigériennes ont appelé à la dénonciation des accords militaires et ont aussi demandé le rappel de l'ambassadeur Ité dès que le coup d'État avait été perpétré. Or, qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que la France a refusé de rappeler son ambassadeur alors que l'article 9.1 de la Convention de Vienne est clair. Lorsque l'État accréditaire refuse ou déclare persona non grata le personnel diplomatique, que ce soit l'ambassadeur ou quel que soit un autre fonctionnaire de représentant diplomatique, eh bien, le pays accréditant est appelé, est tenu de rappeler son ambassadeur. Très bien. Or, nous avons vu que la France n'a pas du tout voulu mettre en pratique cet article 9.1 qui était très clair. Donc la France a résisté, allant jusqu'à prétendre que son ambassadeur était pris en otage par les autorités nigériennes. Alors nous avons observé que c'était là aussi vraiment de la mauvaise foi de la part de la France, et ce qui ne faisait que jeter de l'huile sur le feu. Et donc nous avons tenu, à travers cette lettre, de dénoncer cette attitude de la France qui entretient du coup une attitude à géométrie variable, une diplomatie à géométrie variable. Lorsque nous avons vu le cas du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, la France n'a pas eu la même attitude que par rapport à l'État du Niger. Nous avons vu un coup d'État qui a été perpétré encore plus récemment au Gabon. La France n'a pas du tout appelé à une intervention militaire pour amener l'ordre constitutionnel dans ce pays-là. Et nous disons qu'une telle diplomatie à géométrie variable et qui incite à la guerre est contraire à l'esprit de la Convention de Vienne qui appelle les États à exécuter les conventions internationales dans la bonne foi. Le principe du pacta sunt servanda, qui veut dire que les États traitent les conventions et les exécutent de bonne foi. Et nous avons observé que la France a fait preuve de mauvaise foi en incitant à la violence, en ne respectant pas les institutions, je dirais même sous-régionales aussi, parce que cette façon de faire pression sur la CEDEAO, alors que manifestement les pays de la CEDEAO n'étaient pas tous d'accord pour intervenir militairement au Niger. Or, finalement, c'est la pression exercée sur la CEDEAO par la France qui les a poussés
Justement, Daniel, vous avez parlé du cas du Burkina Faso, du Mali, où la France elle a été quand même virulente lorsque les nouvelles autorités du pays ont voulu arrêter les accords militaires. Par contre, elle a adoubé ce qui a été qualifié par beaucoup d'observateurs de coup d'État au Tchad. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, elle adoube le coup d'État au Tchad et pourquoi est-ce que le Niger, brièvement, si vous pouvez, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Tchad, elle a adoubé le coup d'État au Tchad et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Niger est aussi important pour la France au point de vouloir encourager la guerre et de remettre même en cause sa diplomatie? Ben écoutez, le cas du Niger, vous savez, le Niger est un pays, je ne dirais pas différent des autres, mais en tout cas par les enjeux géostratégiques de ce pays, la France n'accepte pas l'affranchissement des nouvelles autorités nigériennes par rapport à la domination traditionnelle néocolonialiste. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Niger, c'est quand même un des pays où la France a traditionnellement entretenu des relations, je dirais, fondées sur les matières premières, et nous savons aujourd'hui ce que le Niger réclame. Le Niger réclame aujourd'hui sa souveraineté. Elle veut aujourd'hui avoir une diplomatie, je dirais, beaucoup plus offensive. Elle veut commercer d'égal à égal avec de nouveaux partenaires. Vous savez, l'Afrique dans la mondialisation, c'est aussi la diversification aussi des partenaires économiques. Donc aujourd'hui, le Niger veut s'affranchir de la domination occidentale. Et cela, la France ne peut pas l'accepter de cette façon. Et la différence entre le Tchad et le Niger, c'est que le Tchad est encore sous discipline, je dirais, du maître occidental. Tandis que le Niger, aujourd'hui, qui regorge de beaucoup de matières premières, il faut avouer quand même que c'est 16% quand même de l'uranium qui contribue à l'électrification de la France, qui provient quand même du Niger. Donc c'est très important ce que représente le Niger par rapport à la France. Donc la souveraineté énergétique de la France dépend en partie du Niger. C'est pour cela que la France n'accepte pas et en tout cas n'est pas prêt à digérer, je dirais, la libération ou l'affranchissement du Niger aujourd'hui de cette domination traditionnelle, je dirais néocolonialiste. Très bien, donc, Daniel. Je passe à vous, Jonathan. La présence militaire française à travers l'opération Hartmann en Libye, qui a déstabilisé la Libye, puis Serval, devenue ensuite Barkhane au Sahel, a été entreprise en 2013 avec l'intention affichée, je mets ça entre guillemets, de lutter contre le terrorisme. Un récit qualifié de toxique par les médias altermondialistes. Cette guerre contre le terrorisme islamique radical qui a servi d'outil idéologique pour justifier 10 ans de présence militaire dans la région, soit la plus vaste opération militaire française depuis la Deuxième Guerre mondiale. Une intervention qui n'est pas sans rappeler la guerre contre le terrorisme menée par Washington en Afghanistan. Quelle lecture faites-vous de ce rapprochement, Jonathan? Cette lecture des médias altermondialistes me semble la plus en phase avec la réalité. Il s'agissait d'une armée d'occupation qui était essentiellement là pour préparer la prévarication, la prédation des multinationales françaises et s'assurer le contrôle de ces États-là par la dissuasion militaire en préservant les acquis des accords néocoloniaux qui avaient été passés sous la forme de ce qu'on appelle les accords de défense. D'ailleurs, tout à l'heure, Mme Gomba est revenue sur la dénonciation des 10 accords de défense par l'ensemble des pouvoirs qui sont arrivés dans ces pays-là par la voie de coup d'État. Ces différents pouvoirs ont d'abord attaqué ces accords parce qu'ils ont compris que c'est là le nœud de la question et c'est là aussi la justification d'une occupation permanente par les forces armées françaises des territoires africains et le moyen de pression le plus utilisé par Paris et le plus subtil qui leur permet toujours de montrer le bâton au chef d'État qui serait tenté de s'émanciper de cette tutelle-là. Vous savez, quand vous regardez la façon dont Serval est arrivé, Serval arrive de manière quand même un peu ahurissante au Mali. On a un Mali qui était plus ou moins pacifié parce qu'il y avait des accords avec les groupes rebelles qui avaient été passés à Alger et qui avaient permis de stabiliser le Nord Mali. Les velléités
sécessionnistes avait été un tant soit peu apaisé et on avait une relative accalmie, si ce n'est même un semblant de paix sous le digne président Amadou Toumani Touré. Mais Serval arrive au moment où la France commence d'abord par une déstabilisation de la Libye. Et vous avez bien fait de rappeler l'opération Atman, où on nous disait que Kadhafi était un très dangereux dictateur, qu'il était en train de menacer son peuple, qu'il bâillonnait les populations, qu'il les empêchait de s'exprimer, qu'il empêchait la liberté de véritablement se faire jour en Libye. Et au nom de cela, on a déferlé un matin avec une résolution des Nations Unies concoctée par Washington et Paris, mais qui avait pour véritable objectif d'éliminer le guide libyen parce que ce dernier voulait une véritable indépendance de l'Afrique et pensait cette indépendance à travers une liberté monétaire, la création d'une monnaie unique pour le continent. Donc, ils vont arriver là-bas, ils vont tuer le guide libyen, ils vont créer l'instabilité, le chaos en Libye. Et les hordes armées qu'ils ont préparées pour la sale besogne, notamment une partie des combattants qui vont déferler sur le Mali, ces derniers vont revenir sur certains territoires avec les velléités, cette fois-là, d'assouvir leur sombre destin. Il faut noter que, par exemple, pour le cas du Mali, la déstabilisation du Nord Mali a toujours été permanente avec la collaboration de Paris. Ce n'est pas simplement pour le Mali, ça a été également une collaboration entre les rebelles c'était leur label à une certaine époque, qui sont devenus par la suite les terroristes. C'était une collaboration entre eux et le service action du service le service d'études et de la documentation extérieure, le service de la documentation extérieure et du contre-espionnage français qui est devenu la DGRE, la Direction Générale du Renseignement Extérieur. Ce service action menait des actions clandestines en utilisant des Touaregs, soit algériens, soit maliens, pour déstabiliser l'un ou l'autre pays. Et l'Algérie a subi pendant un certain temps, surtout à la fin des années 80, a subi de manière forte cette attrition, si bien que pour calmer cela, il a fallu que l'Algérie mette les moyens, les grands moyens, et se dote d'une armée capable de véritablement tenir tête à ces terroristes-là. Et ce n'est qu'à la fin, vers la fin des années 2010, que l'Algérie va véritablement stabiliser cette zone. Or, les Français qui avaient compris que le Nord Mali était une zone stratégique, mais pas seulement le Nord Mali, l'ensemble du Sahel était une zone stratégique, et qui avaient autrefois créé dans leur plan géopolitique une organisation à l'insu des peuples du Sahel, une organisation qui devait recouper l'ensemble des territoires du Sahel, ont voulu donc utiliser les groupes terroristes pour mettre en œuvre leur vision. Et c'est comme ça que ces derniers quittant la Libye, qui était ainsi déstabilisée, vont redescendre sur le Mali et ils vont utiliser le territoire du Mali comme point d'expérimentation de leur barbarie. Ils vont s'attaquer aux grands symboles de la civilisation malienne, ils vont s'attaquer à un ensemble de symboles de la stabilité du Mali, notamment la coexistence pacifique des peuples du Mali, en créant une pseudo-guerre civile ou bien des attaques qui devraient créer une pseudo-guerre civile par laquelle le Mali serait totalement embrasé. Et on a des témoignages qui vont dans le sens de nous dire qu'effectivement la France a beaucoup travaillé dans ce sens. Aujourd'hui, il y a des vidéos qui existent qui montrent des soldats français qui entraînent des terroristes dans la zone du Nord Mali, notamment ceux qui se réclament de la CEMA. Il y a des soldats français qu'on a vus aux côtés des terroristes de Ansar Dine qui entraînaient les terroristes de Ansar Dine. Et on a le témoignage d'une haute personnalité, le Premier ministre du Mali, le Premier ministre Ogué Kokala Maïga, en 2021, à l'agence RIA Novosti, l'agence russe de communication, il va faire des révélations importantes. Il va dire qu'à Kidal, l'armée française a créé une enclave, a empêché l'armée malienne de venir sécuriser véritablement son territoire et de remettre l'autorité de l'État, et a permis aux combattants, à deux lieutenants de Al-Mourabitoun, celui qui était le grand danger
pour l'Algérie comme pour le Mali, le grand fondateur de la Katiba Massina et de tous ces grands mouvements, le fédérateur de tous ces grands mouvements terroristes, ce dernier, ces lieutenants vont être utilisés pour créer des grands groupes terroristes qui vont devenir les grandes internationales terroristes dans le Sahel, notamment l'EIGS, l'État islamique dans le Grand Sahara, et le GSIM, le groupe salafiste pour le groupe de soutien à l'islam dans le Maghreb. Alors, avec ces groupes et une allégeance à Al-Qaïda, la France va utiliser ces moyens de pression pour davantage mettre en difficulté l'État malien et pas seulement l'État malien, les autres États, le Burkina Faso, le Niger, en redescendant même avec des velléités sur la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, pour créer cette organisation donc, qui devait être une organisation des territoires du Sahel, qui devait être fédérée autour de la puissance militaire de Paris. C'était d'ailleurs pourquoi on voyait essaimer les bases militaires françaises dans le Sahel. Ces bases étaient de manière étrange officiellement destinées à la lutte contre les terroristes, mais étaient situées en territoire où les terroristes opéraient en toute liberté et avec une frénésie tout à fait ahurissante. Donc, c'était la formation de cette grande organisation et les forces qui allaient jouer le rôle de transmission entre des multinationales et sécuriser justement les intérêts des multinationales françaises dans ces territoires, ça devait être les forces françaises. C'est ce plan qui a été éventré, qui a commencé à être éventré au niveau du Mali. Et c'est d'ailleurs pourquoi ça fait mal à Paris. Parce que ces ambitions officieuses non déclarées ont été tout à fait déjouées par les Africains. Et ces Africains arrivent quand même de manière inattendue. Parce que quand tout se décidait, quand Nicolas Sarkozy de Borsa, le criminel, le boucher de Tripoli, va aller rencontrer Hillary Clinton pour décider de la guerre en Libye et repenser avec les stratèges, parce que c'est la DGRE française qui a tué Kadhafi. Aujourd'hui, les câbles de Wikileaks nous l'ont montré. Quand il va décider avec la DGRE de lancer ce grand plan, pour lui, c'est un peu comme le pendant du plan des Américains sur le Moyen-Orient, c'est-à-dire la construction des territoires de chaos qui sont contrôlés essentiellement par l'armée américaine et qui permettent l'approvisionnement permanent des États-Unis en matières premières stratégiques qui vont permettre toujours d'alimenter leur puissance. Pour eux, c'est le pendant parce que ça va permettre à la puissance française de s'approvisionner également à partir de l'Afrique à très bas coût, si ce n'est gratuitement, simplement en créant des zones de désordre et d'exploitation illégale des ressources de ces pays africains. C'est d'ailleurs pourquoi Paris va se mettre dans l'illégalité. Et je reviens parce que la grande sœur Gomba a beaucoup analysé ce phénomène de violation de la Convention de Vienne. Non, Paris n'en est pas à sa première violation. Paris a toujours, dans ses relations avec les Africains, minimisé l'impact du droit international. Souvenez-vous, dans les premiers, elle a rappelé par exemple les coups d'État dans les années 60. Les coups d'État dans les années 60 étaient des actions qui étaient perpétrées en violation du droit international. Souvenons-nous que, par exemple, Gilles-Christ Olympio, le président du Togo, il avait trouvé refuge dans l'ambassade des États-Unis. L'ambassade des États-Unis. Vous savez que lorsqu'un président trouve refuge dans une ambassade, l'ambassade est protégée par les textes internationaux. Mais qu'a fait l'ambassadeur? Au lieu d'accorder l'asile politique au président du Togo, il a livré le président du Togo aux putschistes et il a été exécuté avec la présence d'un officier français. Les rapports actuels sur la mort du président Gilles-Christ Olympio donnent l'identité de cet officier français qui a supervisé les opérations du putsch. C'était encore une violation non seulement du droit international, mais également de tous les accords de coopération avec le Togo, parce que la France aurait dû protéger le Togo. La France méprise les questions de droit international quand il s'agit de ses rapports avec l'Afrique. La France en a qu'au fou de ces rapports, de ce droit international. Ce que la France sait qu'elle doit pratiquer avec les pays d'Afrique, c'est simplement le droit de la force, arracher, s'accaparer les ressources, faire prévaloir sa puissance. D'ailleurs, vous avez vu dans le discours d'Emmanuel Macron, ce jeune
président sans véritable carrure de chef d'État, en France, dans son discours face aux diplomates cette année, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'ils ont un devoir de fidélité. C'est écrit où dans les textes internationaux? La fidélité, c'est quoi? Ce n'est pas un mariage. Les États ont une collaboration, une coopération qui est encadrée par des textes internationaux. Et dans ces textes, il n'y a pas un élément qui s'appelle la fidélité. Il a sorti ainsi une règle officieuse qui fait partie des éléments de la construction du discours et de l'activité diplomatique de la France en Afrique, et qui font que la France est fidèle essentiellement à ses larbins. Parce que quand il parlait de fidélité... Très bien, Jonathan, il faut qu'on passe à un autre point. C'est-à-dire un individu qui préserve les intérêts de Paris sur son territoire. Voilà la perception de Paris. Paris n'a qu'au foudre du droit international. Paris est essentiellement dans des relations privilégiées avec certains individus, peu importe si ces derniers violent les textes internationaux ou bien si ces derniers violent la constitution de leur pays. Très bien. Il faut qu'on passe à une autre question. Je reviens vers vous, Daniel. Les ajustements structuraux sont toujours accueillis favorablement par les pays africains en disant que ça va aider au développement, alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'experts économiques panafricains disent le contraire. Est-ce que vous pouvez nous donner un point sur ça? Vous savez, en fait, l'Afrique est victime d'une conspiration qui participe à la ligne droite de son asservissement et de son avilissement depuis toujours. Depuis l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, les outils sont conçus au plan international pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté, dans la misère endémique. Ce que les Nations Unies, enfin, en tout cas, la Banque mondiale a été conçue comme étant la banque destinée à prêter aux États. Mais l'Afrique, dans ce concert des nations, était tombée en fait dans un piège dont elle ne s'en est toujours pas sortie, en fait. Le FMI et la Banque mondiale avaient pour politique, dans la décennie 2000, c'était de promouvoir les plans d'ajustement structurel en faveur des pays africains. Et vous avez vu, beaucoup d'États africains se sont précipités dans les bras du Fonds monétaire international, et les conditions de l'octroi des prêts étaient des programmes, mais alors drastiques, qui ont conduit à la soumission de l'État, à des coupes budgétaires, à la suppression des services publics, à la privatisation de la plupart des services publics, n'est-ce pas? Et l'État a en fait été tout simplement bâillonné. Nous avons vu même des chefs d'État africains, vraiment, alors, je dirais, aller faire, aller pleurnicher devant ces institutions internationales en vue de se voir élire, en fait, en vue d'être éligible à ce qu'on appelait le statut PPTE, pays pauvres, très endettés, alors qu'il s'agit des pays, pour la plupart, qui sont des pays très riches. Malheureusement, ce sont des pays qui ont essentiellement pour revenu la rente. La plupart des pays de l'Afrique subsaharienne sont des pays qui n'ont pour revenu que les rentes. Ça peut être les rentes pétrolières, ça peut être l'uranium, ça peut être pour la Côte d'Ivoire la vente du cacao. Et donc, la plupart de ces pays ont des économies très faibles et ne vivent que de leurs rentes. Il n'y a pas de création de richesse réelle dans le pays. Il n'y a pas il n'y a pas d'industrialisation, il n'y a pas de transformation des matières premières par les systèmes économiques, de sorte que ce sont des pays qui se sont vus proposer des programmes d'ajustement, des programmes de prêts qui les ont étranglés, asphyxiés et dont ils ne se sont jamais défaits jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des pays qui remboursaient des dettes et chaque fois qu'ils remboursaient les prêts, ils se rendaient compte qu'ils ne remboursaient jamais les prêts, mais ne faisaient que rembourser les intérêts. En fait, ce sont des mécanismes qui ont été mis en place pour asphyxier les États africains, pour asphyxier leurs économies et ajouter à cela l'outil d'asservissement néocolonial qui a subsisté depuis, c'est aussi la monnaie, parce que la monnaie, le franc CFA. Le franc CFA. Le franc CFA aujourd'hui, vous savez, un pays ne peut pas se développer
lorsqu'il n'a pas la possibilité de générer des richesses et d'assumer sa dépense. Donc, les pays africains ne peuvent pas acheter au plan international. D'ailleurs, nous avons vu avec le dernier sommet des Nations Unies, les pays comme le Burkina Faso venir nous dire que lorsqu'ils font des commandes, par exemple, d'armement à l'extérieur, ils ne peuvent pas payer parce que Paris fait obstacle à ce qu'ils puissent payer les dépenses qui sont des dépenses de souveraineté, qui sont des dépenses, par exemple, d'armement dans le cas de la défense et de la protection du territoire, dans le cas de la lutte contre le terrorisme. Ces pays ont besoin de se doter d'armement. Ce sont des pays complètement dépouillés de toute armée, dépouillés d'armement, et lorsqu'ils veulent se doter des armes pour lutter efficacement pour leur propre sécurité, eh ben, ils sont bloqués au plan international. Paris bloque systématiquement les dépenses voilà, donc les pays ont besoin, du moins le matériel dont ils ont besoin pour leur propre, je dirais, développement. Donc nous disons que les programmes d'ajustement structurel en Afrique, c'est un poison. C'est un poison, ce sont des mécanismes qui sont mis en œuvre pour maintenir les pays dans la pauvreté et dans la misère. Et continuer à maintenir la domination de l'Occident. Je passe à vous, je passe à Jonathan. Mais si c'était juste la domination, on peut à la limite le tolérer, mais c'est l'appauvrissement des pays. C'est surtout ça l'élément fondamental, c'est l'appauvrissement des pays, c'est leur maintien, notamment dans la dépendance, je dirais, économique de l'Occident. C'est cela. Très bien, merci Daniel. Jonathan, le lien entre la sécurité et le développement n'est un secret pour personne. Et pourtant, un autre phénomène frappe le Sahel. Je parle de l'accaparement des terres par les multinationales, l'accaparement des terres, des eaux et des semences. Ce phénomène ne dérange même plus aujourd'hui, ou bien on en parle très peu. Évidemment, je parle de l'accaparement des multinationales, alors que les populations ouest-africaines sont obligées de quitter, d'être réduites au déplacement interne, ou pire encore, à l'immigration clandestine. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne parle pas de ce rapt des multinationales au même titre que les abcès sécuritaires, par exemple? Les multinationales, et c'est bien parce que vous avez fait le lien avec ces mécanismes de financement international. Les multinationales font partie d'un système mondial. Nous ne pouvons pas envisager notre libération si nous n'avons pas une meilleure compréhension de notre système mondial. Ce que vous avez appelé FMI, Banque mondiale, c'est quoi? C'est les outils de Washington pour sa domination. Et Washington avec ses alliés. La Banque mondiale, c'est un groupe. Il n'existe pas une Banque mondiale, c'est un groupe. 3 structures. L'Agence internationale du développement, une assurance internationale qui s'appelle MIGA, qui n'est pas une assurance, c'est plus un peu ce qu'on appelle un mortgage. C'est en anglais, c'est-à-dire un espace où on garde les garanties souveraines des États. Et un autre élément, c'est la Banque internationale de reconstruction et du développement. Vous parlez du développement. Qui sont les principaux financiers au sein de ces structures? Il y a d'un côté les financiers institutionnels que sont les États, et de l'autre, il y a les financiers privés que sont les multinationales via les fonds d'investissement. Donc, la prise de contrôle de certains territoires se fait parfois par les mécanismes même des crédits. Comment est-ce qu'un État souscrit à des crédits? Parfois, il faut se poser ces questions. On a obligé certains États parfois à souscrire à des crédits en mettant des garanties souveraines. Or, ces garanties souveraines, parfois, représentent aussi des ressources naturelles qui ont été cotées en bourse. Et ces ressources naturelles existent sur un territoire, parce que quand on dit ressources naturelles, si on parle par exemple du manganèse, si on parle de l'uranium par exemple du Niger, l'uranium du Niger a une réalité concrète, c'est qu'il faut aller dans la ville d'Arlit pour voir l'uranium. Et qu'est-ce que Arlit est devenu? Arlit qui est carrément une ville qui a été, qui dépend de Orano, qui est la nouvelle structure qui a remplacé Areva. Mais quand vous regardez ce que Arlit est, c'est un bidonville géant qui est connecté au reste du pays par une ruelle mal bitumée, et pourtant par lequel transitent
l'essentiel de l'uranium qui alimente pas les mensonges que Paris nous sort avec ses statistiques bateau de 4%, 7% d'uranium qui servira à produire l'électricité. On a vu qu'après 2 jours de véritable rupture du pouvoir nigérien de fourniture de cet uranium, Paris a commencé à vivre à la cadence des coupures d'électricité. On se dirait dans une capitale africaine. Paris vivait sous les délestages. Mais la réalité est que l'essentiel de cet uranium vient de ces pays-là. Donc, vous avez les mécanismes de crédit qui parfois permettent donc de s'accaparer ces terres. Mais il y a également les mécanismes de pression informelle via ce qu'on appelle les réseaux de corruption et de pouvoir. Lorsque vous regardez par exemple l'histoire du fameux Papa Madi, je veux parler du fils Mitterrand, quand il se déplaçait en Afrique, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait s'accaparer les terres, le fils Mitterrand. Ici au Cameroun, il y a toute une forêt à l'est Cameroun qui est réputée être la propriété des Mitterrand. Mais on nous dit qu'ils auraient vendu la forêt à d'autres personnalités. D'ailleurs, ces personnalités, on n'en a pas connaissance. Et je vous parle là d'espaces de forêt qui ont été comme ça accaparés par ces individus et dont on a privé la population de l'exploitation alors que cette population vivait essentiellement des ressources de cette forêt. Quand vous quittez dans ces zones-là, vous regardez comment les multinationales aujourd'hui, il y a la question de la culture du blé, de la culture d'un ensemble de produits qui seraient stratégiques demain. Aujourd'hui, il y a des multinationales qui achètent des pans entiers de territoire pour l'agriculture qui n'est pas destinée au peuple du pays, mais plutôt destinée à l'exportation vers les pays de prédilection de ces multinationales-là. En fait, la multinationalisation du monde qui avait été consacrée avec la naissance du FMI et de la Banque mondiale, parce que le FMI, son rôle, c'est essentiellement de privatiser les intérêts majeurs dans les pays, dans ce qu'ils appellent plan d'ajustement, c'est le premier point qui est généralement abordé. Ensuite, il y a l'endettement à outrance qui permet maintenant à ces multinationales de s'accaparer via la MIGA, qui est leur mortgage des garanties souveraines et donc de ressources naturelles et donc de territoire encore. C'est un processus qui visait simplement à privatiser. Mais pourquoi? Parce que la Banque mondiale, comme le FMI, c'est l'émanation de quelques oligarchies aux États-Unis et ces oligarchies en concubinage avec certaines oligarchies en Europe. Qui ne sait pas que derrière la France se cache en fait Jonathan, justement, le FMI vient de faire une annonce annonçant, je cite, que le continent africain va avoir plus de pouvoir au sein de son institution en accordant un 3e siège à un pays africain, la Banque mondiale également. Qu'est-ce que vous pensez de cela dans le cadre de l'échiquier géopolitique mondial? Est-ce que ces institutions de Bretton Woods ont peur que l'Afrique leur échappe et aille vers d'autres organisations ou d'autres structures qui sont plus favorables à leur développement finalement? Déjà, ma soeur Timane, ça c'est des mesures cosmétiques. Un siège pour l'Afrique, qu'est-ce que ça change vraiment? Vous pensez qu'un Africain assis dans un bureau de 15 directeurs, disons qu'ils sont 3, qu'est-ce qu'ils décident? Ils ne sont pas majoritaires. Ils ne peuvent pas influencer véritablement le cours des choses. C'est simplement pour davantage gargariser les Africains de ce qu'ils seraient plus présents dans les centres de décision. Mais lorsque vous êtes plus présent dans les centres de décision et qu'effectivement vous n'influencez pas la prise de décision, à quoi est-ce que ça sert d'y être? Le monde occidental qui s'est conçu avec les instruments comme le FMI et la Banque mondiale, s'est conçu essentiellement à l'avantage des Occidentaux. Alors, ce que vous avez posé comme question nous amène dans une réflexion prospective sur de nouveaux horizons à explorer. Et ces nouveaux horizons ne sont plus un rêve, ce n'est plus une recherche dans l'imaginaire, c'est un concret. Il y a un monde multipolaire qui est en train de naître. Et ce monde multipolaire a aujourd'hui ses propres mécanismes, à la fois de financement, mais également d'influence géopolitique. Je parle bien sûr des BRICS. Quand on parle de regarder, d'explorer de nouveaux horizons, les Africains ont la possibilité, avec la banque des BRICS, de trouver une nouvelle relation
avec les pays des BRICS et au financement de leur développement. Je prends un élément, par exemple. Il y a une représentante du ministère des Affaires étrangères russe qui, il y a quelques jours, à l'agence à l'agence TASS, a expliqué que l'Afrique pourrait gagner davantage en influence en autonomisant ses échanges avec l'ensemble des puissances du monde. Qu'est-ce qu'elle entendait par autonomiser? Elle disait par exemple que l'Afrique commercerait dans sa propre monnaie. Et la grande sœur Ngomba a parlé du CFA. Donc, il faut se débarrasser de ces monnaies néocoloniales comme le franc CFA. Il faut se débarrasser de l'influence du dollar, qui est également un goulot d'étranglement pour les économies africaines. Et il faut davantage entrer dans les perspectives multipolaires où l'Afrique commerce avec sa propre monnaie, adossée sur de l'or, et à partir de ces mécanismes de change international, se réapproprie le mécanisme même des devises à l'international et de véritables souverainetés qui lui permettront véritablement de lancer des projets de développement à l'envergure de son potentiel actuel. Si l'Afrique ne rentre pas dans ce canal-là, qui est très ambitieux et qui est plus en phase avec ses perspectives souverainistes, l'Afrique sera toujours à la traîne. Au FMI, à la Banque mondiale, c'est l'adoubement du dollar. Or, qui parle de l'adoubement du dollar et de la toute-puissance du dollar, parle de l'hégémonie états-unienne et parle des mêmes mécanismes de dépendance que notre sœur Ngomba a tout à l'heure décrié. Très bien, merci Jonathan. Daniel, j'ai une question à vous poser. Vous avez 2 minutes pour répondre. On arrive à la fin du temps qui nous est imparti. L'Union européenne ou bien les pays de l'Union européenne ne semblent pas accorder leur violence ce qui concerne l'Afrique. Les États-Unis semblent aussi vouloir faire cavalier seul. Comment est-ce que cela peut se répercuter sur l'Afrique? Est-ce que justement là sont les premiers éléments qui démontrent que nous allons vers un nouvel ordre mondial ou un nouveau fonctionnement des relations internationales? Je dirais simplement que l'Afrique a sa chance dans la mondialisation. Et la chance de l'Afrique, c'est l'amorce qui est donnée par l'AES, l'Alliance des pays du Sahel. Il n'y a qu'une politique d'uniformisation au niveau africain, une politique d'intégration, une politique de partage qui va sauver l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, l'Union africaine a complètement échoué dans l'émergence d'une nouvelle Afrique panafricaine, d'une nouvelle Afrique, je dirais, intégrée, qui puisse tenir tête, je dirais, à toute cette pression occidentale qui dure depuis, je dirais, 6 siècles. Vous voyez? Donc aujourd'hui, l'Afrique a toute sa chance. Et je pense que la cour qui est faite aujourd'hui à l'Afrique, on lui donne un siège aux Nations Unies, on lui donne le FMI qui veut lui ouvrir les portes pour qu'elle ait désormais des voix. Tout cela, c'est de la séduction, mais j'ai l'impression que ça arrive un peu trop tard. Dans un monde multipolaire dans lequel nous sommes, l'Afrique aujourd'hui doit s'organiser, mais pour qu'elle s'organise, elle a besoin de se mettre ensemble. Toute l'Afrique subsaharienne, aujourd'hui, c'est les chances. La chance de l'Afrique aujourd'hui, c'est ce que, en fait, ça a été la cause de l'assassinat du guide Muammar Kadhafi. C'est la monnaie. Aujourd'hui, l'Afrique doit se doter des outils de souveraineté et qui puissent promouvoir le développement, c'est qu'elle se dote d'une véritable monnaie. Une monnaie commune, n'est-ce pas? Aujourd'hui, adhérer dans les BRICS, ce n'est même pas une garantie, ce n'est même pas donné. Parce que les économies africaines sont encore trop faibles pour prétendre adhérer aux BRICS. Donc l'Afrique a besoin d'abord de faire un vrai toilettage à l'intérieur d'elle-même. Les pays ont besoin de s'unir, à l'instar de ce qui a été fait entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et je pense que cela doit s'étendre au-delà même des 10 pays du Sahel, mais en tout cas que toute l'Afrique subsaharienne puisse parler d'une même voix. Et ainsi seulement l'Afrique pourra parler compter dans le concert des nations. Donc l'Afrique a besoin de donner du travail à la jeunesse. Donc le travail passe d'abord par la formation. Très bien, très bien. Mais la jeunesse africaine doit être formée, accompagnée. Nous avons besoin de transfert de technologie. Merci. Les Africains ont besoin merci Daniel. Merci Daniel.
Merci Daniel. Malheureusement, c'est déjà la fin du temps qui nous est imparti. Je rappelle, Daniel Bombin, que vous êtes avocate et présidente de Waning Africa pour l'émergence du Nouvel Afrique. Merci de m'avoir accompagné. Merci également à Jonathan Batangans, spécialiste des questions africaines, de la géopolitique et de la géostratégie africaine. Madame, Monsieur, c'est déjà la fin de ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Excellente suite des programmes sur Al24 News.